On est plus habitué à une cinétique beaucoup plus lente du fleuve Loire, où là la donne est complètement différente par rapport à l'anticipation surtout. Mais là en zone urbaine, un événement, une montée des eaux aussi rapide à un niveau aussi élevé, c'est la première fois dans ma carrière que je suis confronté à ce type d'événement. Visuellement, on le suivait régulièrement. Donc dans la journée, moi je suis passé 2-3 fois sur le jet, il était monté, mais de façon, je veux dire, bon, normale, comme après un épisode plus vieux de 3-4 jours. Mais là, de le voir monter de 2 mètres en 2 heures, j'avais jamais connu ça, quoi. Quand on a un message d'alerte, j'allais dire qu'on est déjà plus attentif. Mais là, quand on n'avait aucun message d'alerte, j'allais dire que dans l'esprit de personne, il y avait cette angoisse de se dire on est en message d'alerte et le jet monte, etc. Moi, dans la journée, j'étais relativement tranquille parce qu'il n'y avait pas de prévision météo qui pouvait laisser envisager donc une telle catastrophe. Et donc à tel point que ce que je dis donc est vrai, c'est qu'on a eu les alertes diffusées par la préfecture après la décrue. En échelle temps sur cet événement, donc moi j'arrive à 23 heures, donc à peu près. Le jet à 1h15 sur l'hypercentre, la zone la plus contrainte est sous 2 mètres d'eau. Et donc à 2 heures, entre 2h et 2h30 du matin, donc la crue est terminée et on amorce la décrue. Donc j'étais tranquillement installé chez moi lorsque ma caserne de pompiers m'a téléphoné vers 22h, 22h30 en me disant que le jet était en train d'atteindre sa cote d'alerte et qu'ils avaient manifestement quelques angoisses pour la suite de la soirée. Donc je me suis immédiatement rendu sur place et ce que j'ai pu voir m'a effectivement pas spécialement rassuré. Le jet avait passé un certain nombre de côtes qui sont matérialisées sur les murs de protection du jet et d'autre part, son entrée sous la partie couverte commençait déjà à arriver pratiquement à saturation. Donc on s'est immédiatement rendu dans les quartiers qu'on sait les plus exposés, puisque nous, on avait eu malheureusement un épisode de ce type quelques années plus tôt, donc en particulier le quartier de Couzon, qui est un des quartiers les plus sensibles. Et quand on est arrivé à Couzon, ce qu'on pressentait, c'était malheureusement déjà pour partie produit, puisqu'il y avait déjà des gens qui avaient les pieds dans l'eau, et on a commencé à évacuer quelques personnes, et en particulier le secteur de l'hôtellerie-restaurant La Renaissance, qui fait partie des secteurs très exposés de la commune, où on a accompagné un couple qui dînait ce soir-là, et qu'on a emmené immédiatement à la caserne du SDIS pour les mettre en sécurité, sachant que le reste de la ville risquait très probablement dans la nuit de souffrir. Et puis ensuite, on a fait un tour de ville complet avec mes pompiers. Et on s'est rendu compte que non seulement le jet n'avait pas tendance à redescendre, mais continuait même à monter. Donc on s'est rendu dans les secteurs les plus exposés. On a commencé à prévenir les gens et puis à aider les premiers qu'on a pu rencontrer. Et lors de notre retour à la caserne de pompiers, on s'est calé sur un mode de fonctionnement qu'on connaissait déjà pour partie, c'est-à-dire savoir qu'on allait installer donc le PC de secours et de sécurité au SDIS, donc à la caserne des Rives de Gier, et nous allions installer notre PC surveillance en mairie, donc j'ai immédiatement alerté mon directeur général des services, mon directeur des services techniques et mes plus proches collaborateurs que j'ai retrouvés en mairie, sauf que le temps que nous nous rendions en mairie, en passant vers la partie couverte du jet, donc à l'entrée de la couverture, là, la vague est passée par-dessus juste devant nous. Donc on a compris immédiatement que cette fois, on était dans des soucis relativement graves. Et nous sommes donc venus en mairie, il était 1h15 du matin à peu près. Et bien après, quand on voit que quand le jet déborde et rentre sur toute la ville, donc eh bien, ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire en sorte que aucune personne ne se retrouve donc sur le lieu de passage de l'eau, puisque l'eau est très
quelle que soit la hauteur d'eau, si on a des vitesses un petit peu élevées, c'est très dangereux. Donc il faut éviter à ce qu'il y ait des risques pour les personnes. Donc c'est tout le travail qu'on fait en premier, limiter la circulation, informer donc la population, éviter que les gens se rapprochent des zones. Et ensuite, quand le débordement se fait, donc on n'a plus grand-chose à faire que d'attendre que l'événement se calme pour vite réintervenir. Et sur un régime torrentiel comme sur le Gier, ça va très vite. Donc moi je suis parti à Rive de Gier avec pour objectif dans un premier temps d'organiser les secours sur la commune. Donc le poste de commandement, c'était simplement la caserne puisqu'elle est située à l'extérieur de la commune et dans une zone non inondable. Donc j'ai organisé mon poste de commandement à la caserne. Et le deuxième objectif était de faire un point avec la mairie de Rive de Gier, ce qui était très très compliqué et rendu compliqué de par la nature des événements, puisqu'on avait à peu près dans certaines rues 1 mètre à 1 mètre 20 d'eau, donc avec impossibilité de se rendre à la mairie. Surtout, les communications téléphoniques étaient difficiles, voire coupées. Donc, pour faire un point avec les services municipaux, c'était très compliqué. Moi, je l'ai vécu donc d'abord un peu contraint et forcé, puisqu'une fois qu'on s'est retrouvé à la mairie était complètement isolée, puisqu'on a fait partie du secteur le plus touché, puisque c'est sur la partie de la rue du Canal qui est en dessous de la mairie qu'il y a eu le plus gros des dégâts. Et puis ensuite, parce que on était à peu près le seul point entre l'entrée Rive de Gier et Madeleine jusqu'à l'autre sortie de la ville où on pouvait encore accueillir quelques personnes qui laissaient leur voiture un petit peu plus loin et qui pouvaient encore venir à pied, mais la partie centrale était totalement inabordable. Donc on a accueilli quelques personnes qu'on a mises à l'abri ici, et puis voilà. Et puis après, on a essayé de gérer, j'allais dire de façon plus pragmatique et plus professionnelle la crise, mais on a effectivement essayé de répondre à l'urgence. La priorité des missions, c'était surtout la reconnaissance. De savoir, de pouvoir faire une mini-cartographie des zones inondées et des endroits où on pouvait avoir potentiellement des victimes. J'ai vu pas mal de choses qui, dans un premier temps, m'ont inquiété. Je l'ai dit tout à l'heure, des véhicules avec les feux allumés. Donc ce qui peut prétendre que les gens étaient dans leur véhicule au moment où ils l'ont abandonné ou pas abandonné. Donc là, il fallait qu'on fasse des reconnaissances très approfondies de ces véhicules. Donc ça a été fait pendant la crue, avec un maximum de sécurité des sauveteurs nautiques. Donc les gens étaient attachés, faisaient de reconnaissance dans les véhicules quand c'était possible. Bon, il y avait des véhicules qui étaient sous 80 cm d'eau, voire 1 mètre. Il y en avait qui étaient complètement noyés. On voyait les lueurs des feux, donc il fallait reconnaître ces véhicules. Donc ça, c'était la première chose. Reconnaître les habitations aussi basses de la ville, plus que les gens étaient dans leur sommeil. Et malheureusement, depuis, on a vu ce que ça donne, des inondations où les gens sont pris chez eux dans leur sommeil par la montée des eaux. Donc c'était vraiment la priorité, c'était les reconnaissances. Et mon deuxième souci que j'avais, je voulais à tout prix avoir un contact avec les élus pour qu'on mette en commun notre stratégie d'intervention. Et ce qui était difficile, rendu difficile par la montée des eaux dans le centre-ville de Rive de Gier. La crise, elle est entre 1h et 4h du matin. 1h et 4-5h du matin. Mais le gros de la crise, le Gier déborde, la ville est sous l'eau, les gens sont un peu perdus, paniqués. C'est entre 1h et 5h du matin. Oui. Le gros de la crise a été à ce moment-là. On avait la chance, en parenthèse, que ça se passe la nuit. Donc les gens étaient chez eux. Pas mal d'habitants ont été réveillés par le bruit, parce que ça faisait comme un enroulement, c'était assez impressionnant. Les voitures qui flottaient quand elles se mettaient les unes sur les autres, effectivement, ça faisait aussi, c'était assez bruyant. Donc les gens étaient à leurs fenêtres. Nous, notre rôle, c'est justement, quand on faisait les reconnaissances, c'était de les sécuriser, de leur annoncer que ceux qui étaient au 2e étage, pour le moment, il n'y avait pas de risque, de rester chez eux, de ne pas vouloir descendre, parce que ça aussi, c'est un phénomène particulier où les gens sont très attachés à leur véhicule, de ne pas descendre pour déplacer leur véhicule, parce que ce n'était pas le moment, c'était dangereux. Donc ce qu'on essayait de faire par la voie de magnétophone et de mégaphone, c'était d'inciter les gens surtout à rester chez eux. Donc c'est sûr que quand les gens voyaient les pompiers, ils se mettaient aux fenêtres, ils se manifestaient. Nous on estimait effectivement s'il fallait les évacuer, on les évacuait avec les véhicules. Mais s'ils étaient en étage élevé, s'il n'y avait pas de risque prioritaire,
derrière, on les laissait chez eux parce qu'on n'avait pas ce contact avec la mairie et on ne pouvait pas faire ouvrir une salle polyvalente comme on le fait d'habitude pour pouvoir les mettre à l'abri, ainsi de suite, parce qu'on n'avait pas ce contact et puis pratiquement tout était inondé. On aurait aimé les prévenir un peu plus de façon à ce qu'il y ait un peu moins de dégâts aussi. Si ça avait été un petit peu anticipé, on aurait pu sauver du matériel, des choses, des voitures. Ça, c'est les problématiques de ce type d'expérience qui font qu'après, on prend les mesures adaptées pour y répondre.